Bonjour à toutes, j'espère que la luminosité est bonne, c'est pas évident. Le but de cette présentation, c'est de vous faire comprendre, comment la médecine chinoise, voit la douleur. Bon, parlons, brièvement de la médecine chinoise. Je sais que c'est pas le but ici de vous faire, un exposé historique de la médecine chinoise. Il faut savoir qu'elle est pratiquée depuis très, très longtemps, et qu'elle repose sur des écrits solides, anciens. Elle a bien sûr évolué au fil des années. C'est une médecine à part entière qui n'est pas pratiquée qu'en Chine, mais qui est pratiquée dans toute l'Asie, notamment au Japon, on l'appelle la médecine Kampo. Elle est pratiquée en Corée, Hong Kong bien sûr, en Taïwan évidemment. En Chine, quand vous êtes dans une pharmacie, vous avez d'un côté les remèdes de médecine occidentale avec les médicaments, etc. Et d'un autre côté, vous avez tout ce qui est plantes et remèdes de médecine chinoise. On appelle ça la médecine traditionnelle chinoise. Moi, je vais l'appeler la médecine chinoise pour diverses raisons que vous ne devez pas connaître. C'est pareil dans les hôpitaux en Chine. Vous avez des hôpitaux mixtes qui pratiquent d'une part la médecine occidentale, conventionnelle, et ensuite la médecine chinoise, et vous pouvez demander des soins des deux départements. Alors, elle n'est pas très connue en France pour diverses raisons que je ne vais pas exposer non plus. Elle a sa propre façon de décrire le corps et ses mécanismes de fonctionnement. Elle a bien sûr son propre vocabulaire qui semble simple pour décrire tous les mécanismes, qui en fait décrit des mécanismes assez complexes de manière très simple. En fait, la médecine chinoise voit les douleurs en tant que blocage. Imaginez le corps qui est parcouru par des routes, des chemins. C'est ce qu'on appelle les méridiens en médecine chinoise. Et ces routes communiquent, vont de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ce que vous voyez à l'extérieur avec tous les points d'acupuncture, c'est l'image externe euh, des méridiens. Mais ces méridiens communiquent avec des organes vers l'intérieur. Donc, pour la médecine chinoise, tout blocage dans le corps, dans ces méridiens, va provoquer de la douleur. Euh, Ces blocages sont dus à diverses raisons. Il y a principalement 4 raisons. Euh, Imaginez que sur ces routes circulent des véhicules. Parfois, pour diverses raisons, ces véhicules roulent très lentement, provoquent des collisions et provoquent des blocages. Il faut un peu visualiser le corps de cette façon-là. Je sais que c'est assez schématisé, mais en fait, c'est une façon, autant simplifier les choses. Euh, Ces méridiens commencent la plupart des méridiens, mais pas tous évidemment, commencent, ceux qui nous intéressent du moins, commencent au niveau des pieds, notamment le méridien du foie, qui est un méridien très important en gynécologie, parce qu'en fait, il entoure les organes génitaux externes et il va à l'intérieur, au niveau de l'utérus, et puis il remonte au niveau de la poitrine pour s'arrêter au bas des côtes. Ce méridien est très sensible au stress et à l'environnement. Donc, une des causes de blocage en médecine chinoise est le stress et les émotions. Les émotions qui sont mal gérées, qui ne sont pas exprimées et qui provoquent des frustrations, de la colère. Les chocs émotionnels également. Le stress a un gros impact sur le système hormonal. Il amplifie les blocages, donc les douleurs, et surtout au niveau de la poitrine, quand on a une poitrine qui est douloureuse avant les règles, et c'est un gros signe de blocage au niveau du méridien du foie, puisque ce méridien parcourt la poitrine. Donc, en fait, le but, c'est de réduire au maximum son stress, et je sais que c'est pas évident à faire, mais on peut essayer de ne pas s'en rajouter. Euh, Là, je parle du stress mental, mais il y a également le stress physique. Le sport, notamment, est un stress physique c'est un stress pour le corps. Donc, il faut écouter son corps. Il faut absolument déculpabiliser
quand on sent qu'il faut se reposer. La femme, pendant les règles et après ses règles, après la perte de sang, doit absolument se reposer et ne pas commencer à recommencer son sport intense, et cetera. C'est le moment où elle se recharge, elle refabrique du sang, elle refabrique de l'énergie. Pour fabriquer ce sang, on a besoin d'énergie. Le sang ne circule pas sans énergie. C'est comme le sang dans notre corps, il a besoin de de cette énergie pour circuler. Donc après les règles et pendant les règles, s'il vous plaît, ne faites pas de sport. Faites des étirements, faites du yoga, des marches douces, mais ne retournez pas à la gym, ou faire votre jogging absolument, c'est contre-productif. Par contre, avant les règles, de l'ovulation à la période, juste avant les règles, je conseille le sport, je conseille les étirements, je conseille le yoga, je conseille les marches, je conseille la course pour les plus jeunes qui ont encore, assez d'énergie pour pouvoir, courir et faire un sport intense. Mais il faut apprendre à s'écouter. Si, 3 jours après vous avez encore des courbatures et que vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à vous réveiller le lendemain, bah, ça veut dire que vous en avez trop fait, en fait. Donc il faut apprendre à écouter son corps. Il faut bouger mais de manière douce. Il faut savoir que les étirements calment le système nerveux, donc pour les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel, des étirements, des relaxations, c'est absolument nécessaire. Une deuxième cause de blocage, donc la première, c'était le stress, le surmenage, stress physique, stress émotionnel et stress intellectuel, mental. Il y a une autre cause qui est très importante en médecine chinoise, c'est le froid. C'est un concept de médecine chinoise très important parce que le foie est cause d'infertilité et de douleurs, de vives douleurs, que les médicaments contre les douleurs n'arrivent pas à supprimer. Ce sont des douleurs qu'on trouve en endométriose notamment. Et il faut absolument apprendre aux femmes à, je dirais, éviter cette pénétration du foie au niveau de l'utérus. Alors, ça semble simpliste, oui. Comment éviter cette pénétration du foie? Déjà en réchauffant ses pieds, parce que le méridien du foie commence au niveau du gros orteil et il parcourt l'intérieur de la jambe et il arrive aux organes génitaux et à l'utérus. Donc le froid, de marcher, sur un sol froid, hem, avoir froid aux pieds tout simplement, permet à ce froid le froid pénètre dans les méridiens, il remonte et il va se loger à l'utérus et une fois qu'il est dans l'utérus, c'est pas évident de le chasser. Une autre façon, par laquelle ce froid pénètre dans le corps et dans l'utérus notamment, c'est en nageant dans de l'eau froide et en nageant tout simplement alors qu'on a ses règles. Vous savez, les jeunes filles, même mes filles, vont nager en mettant des tampons alors qu'elles ont leurs règles, bien sûr. Bah, c'est absolument, interdit en médecine chinoise parce que c'est à ce moment-là que l'utérus est le plus susceptible d'attraper froid. Et on peut l'avoir fait pendant des années avant d'avoir ses règles et en fait, dès qu'on commence, les menstruations, on on a mal. Une autre façon aussi, d'éviter que ce froid pénètre, c'est en évitant de manger trop de crudités, des crèmes glacées, bien froides, des crudités qui nous refroidissent et surtout quand on les digère mal et qu'on les retrouve dans nos selles plus tard. Hem, de l'eau froide, boire de l'eau froide alors qu'on est en train de manger, absolument, c'est absolument interdit. Quand vous allez en Asie, jamais on va vous servir un verre avec des glaçons, comme aux États-Unis. Non, on va vous servir de l'eau chaude, du thé vert éventuellement, de l'eau chaude, mais en tous les cas, jamais de glaçons. Parce qu'en fait, ça sape le système digestif et c'est une autre façon pour le froid de pénétrer dans le corps. Une autre, façon bah, ces blocages se créent d'une troisième façon, c'est la présence d'humidité. Alors, c'est ce qu'on appelle humidité, mucosité en médecine chinoise, c'est tout ce qui colle. Bon, alors qu'on pourrait imaginer qu'avec le froid, les routes se rétrécissent, hein, puisque ça fait rétrécir le système sanguin aussi. Le froid fait rétrécir et donc les voitures n'arrivent plus à circuler, donc il y a blocage. De même, avec l'humidité, cette humidité, hein, elle colle. Imaginez une route qui en fait est assez grande, mais elle commence à coller donc les voitures doivent ralentir, disons qu'il y a du verglas, les voitures doivent ralentir, il y a des ralentissements, il y a des embouteillages, il y a des blocages. Ces blocages créés par cette humidité, ces mucosités, ces blocages peuvent
augmenter et aller dévier, aller se retrouver sur d'autres méridiens, sur d'autres routes, parce qu'en fait, les voitures essayent d'éviter cette route glissante et vont dévier. C'est pour ça qu'en fait, des douleurs sur un méridien, au niveau de l'utérus, peuvent se retrouver au niveau de la poitrine, se retrouver au niveau du dos, se retrouver même au niveau des épaules. Donc, ces douleurs deviennent diffuses. Donc, cette humidité, comment est-elle créée? Bon, par l'environnement, comme le froid, elles peuvent pénétrer à l'intérieur du corps quand il fait froid, qu'il fait humide, qu'il pleut. Donc, toujours avoir le ventre chaud, le dos chaud, les pieds au chaud, surtout quand on a ses règles, mais en fait, il s'agit de règles générales, hein, même en dehors des règles, mais surtout quand on a ses règles. Donc, application de bouillotte chaude, et si on vit dans un environnement humide, une maison humide, mais également, il y a du froid qui est généré de manière interne par la consommation d'aliments humidifiants. Donc ces aliments, ça peut être, en fait, ça ne peut pas être, tout ce qui est produits laitiers, du fromage. On va pas spécialement le voir le lendemain, mais c'est une accumulation. Donc le système digestif n'est pas capable de digérer une grosse quantité d'aliments humidifiants comme le fromage et les laitages, et donc il va commencer à créer de l'humidité. C'est dans les aliments indigestes, les aliments gras, frits, certaines huiles aussi, hein, même les bonnes huiles, quand on les sont prises en grosse quantité et qu'on n'arrive pas à les digérer, on produit de l'humidité. Si vous mangez trop de noix, si vous mangez trop de noisettes, etc., de léagineux, vous allez créer à la longue cette humidité, surtout si vous n'êtes pas capable de la digérer. Des aliments crus, si on n'est pas encore capable de les digérer, et la plupart des gens ne seront pas capables de les digérer. Les fruits, bah oui, ça nous fait ballonner. Si vous avez des ballonnements après avoir mangé, c'est que vous ne digérez pas ce que vous avez mangé. Ils peuvent être très bons en vitamines, mais le fait d'être ballonné fait que vous n'absorbez pas ces vitamines et ça vous fait des toxines, en fait. Bon, j'espère que vous n'avez pas vu ça à l'écran, mais je pense que vous l'avez vu, c'est pas très grave. Euh, Vous avez une langue, voilà, on regarde les langues en médecine chinoise et j'ai des patients qui m'envoient après consultation une photo de leur langue parce qu'en fait, ça me permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. La langue parle, euh, pas que comme ça, mais aussi en la regardant, elle nous raconte la vie de l'intérieur du corps. Parce que j'en étais à parler de l'humidité et de l'alimentation. Alors, les produits laitiers, les produits frits, les sucres rapides, les pâtisseries, les viennoiseries. En fait, l'humidité, les mucosités, c'est l'ennemi numéro un, mais c'est chinois, c'est de là que viennent la plupart des maladies. Donc, le but, ça va être de revoir son alimentation et en tant que phytothérapeute de médecine chinoise, je vais promouvoir cette digestion et je vais promouvoir l'élimination de ces mucosités, de cette humidité qui bloque en fait ces méridiens et qui provoque de la douleur. Une autre cause importante, ce sera la dernière, c'est la faiblesse. Là, alors on parle de faiblesse du sang, on parle de faiblesse du qi. La faiblesse est due à un surmenage, est due à des années de saignement également. Et la plupart de femmes, la plupart des femmes souffrent on appelle ça une déficience de sang et de qi. Les deux viennent souvent ensemble, hein. C'est rare qu'on ait simplement une déficience de sang et pas de déficience de qi. Bref, ce sont des termes un peu techniques, mais ça veut dire qu'en fait, vous devez manger des aliments qui nourrissent votre sang après les règles et pendant les règles, avoir une alimentation riche en sang, c'est-à-dire, et je sais que les végétariennes ne vont pas spécialement aimer ce que je dis, mais il y a deux solutions en phytothérapie pour les végétariennes. Il faut manger des aliments riches en protéines, pas les protéines animales, et je sais. Les œufs, les viandes rouges, les viandes blanches. Alors, je dis pas de consommer des grosses steaks tous les jours, hein. Des œufs le matin, ils vont renforcer notre sang. Certaines personnes ne le digéreront pas, mais ça, c'est un autre sujet. On rentre là des bilans un peu trop personnalisés et qu'on ne peut pas faire comme ça en ligne, là, maintenant. Et quand je parle de viande, je parle de petites quantités de viande, hein. C'est pas les grosses steaks, c'est 30-40 grammes par jour pendant 10 jours. C'est pas énorme. On va parler de bouillon d'os. Pour ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et aussi le repos après les règles, pendant les règles, surtout si vous souffrez d'adénomiose, comme moi j'ai souffert d'adénomiose,
on saigne énormément, en fait, et on se vide de son sang et de son énergie. Donc il est essentiel de se reposer, de se nourrir correctement et d'avoir des aliments, que notre corps peut digérer, assimiler facilement. Ben ça va être les protéines animales en petite quantité tous les jours pendant 10 jours. Alors on va pas le faire pendant tout le cycle, on va le faire, heu, pendant les règles et pendant 10 jours, je dirais 10 jours maximum après les règles. Si vous arrêtez de manger de la viande à partir de l'ovulation jusqu'aux règles, oui, il y a absolument pas de problème et c'est ce qu'il faudrait faire en théorie, d'accord? Se reposer et heu et voilà, parce qu'en fait, dès qu'on a un vide de sang et de chi, ces voitures, ces véhicules sur ces routes commencent à manquer de carburant. Et donc en fait, elles deviennent de plus en plus lentes, elles s'arrêtent. Donc ça fait ce qu'on appelle nous des stases de sang. Ça fait, soit on n'a plus ses règles, parce qu'il y a stase de sang, mais il y a des douleurs quand même. Soit on a des caillots, ça veut dire qu'il y a une stase de sang dans le corps. Soit on a des spottings, ce qu'on appelle des spottings. Soit on a ou on peut avoir tout en même temps, hein. Enfin, souvent on a tout en même temps. Soit on a des saignements à l'ovulation. Donc ça, en médecine chinoise, cela veut dire qu'il y a une stase de sang dans l'utérus, dans le bas du ventre. Donc, en gros, douleur causée par des blocages. Les blocages sont causés par plusieurs choses. Premièrement, le stress. Là, je n'ai pas parlé des opérations, mais les opérations sont signes de blocage aussi parce qu'en fait, ça crée du tissu, c'est physique, ça crée du tissu cicatriciel. Donc, le stress, le surmenage, qu'il soit physique, mental, émotionnel, donc apprendre à le gérer. Ça, je ne vais pas l'apprendre maintenant, hein, je ne vais pas vous l'enseigner maintenant. Les opérations, beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, subissent des opérations et continuent d'avoir mal. En fait, à la longue, une opération, oui, mais plus on les cumule et plus il y a du tissu cicatriciel, en fait. Ça crée d'autres blocages. Il y a le froid qui crée ces blocages, la pénétration de froid. Il y a l'humidité et il y a la faiblesse du corps, une faible vitalité. Plus on perd du sang et notre vitalité décline. Donc en fait, le but de la médecine chinoise, c'est d'enlever ces blocages. Alors comment on les enlève? Il y a plusieurs. Bon, je vais vous enseigner un style de vie, apprendre à vous observer, ce qui est essentiel, mais aussi grâce à la pharmacopée. Donc les personnes qui me consultent en distance, on utilise la diététique et la pharmacopée. Moi, j'adore la pharmacopée, je suis spécialisée en pharmacopée chinoise. Pharmacopée, ça veut dire les plantes, les minéraux, il y a pas les végétaux, enfin bon bref, il y a pas que, des petites plantes, hein. Donc tous ces remèdes-là, bien sûr des remèdes, qu'on ne trouve pas, au magasin ou dans les parapharmacies. Ce sont des formulations, qui sont ciblées, qui sont personnalisées, qui ne correspondent qu'à vous seul et à vos symptômes à vous. Si vous avez constipation, diarrhée et cetera, si vous souffrez de mal de tête, si vous dormez mal, tout ça, il faut qu'on l'adresse et chaque personne va avoir des symptômes différents à des moments différents. Hem Donc, par la phytothérapie, quand je consulte, je dirais que 80, si pas 90% de mes consultations se font en ligne sans problème. On fait des visios, on discute, j'envoie ma prescription de plantes absolument sans problème, avec des résultats, parfois assez bluffants, souvent assez bluffants. Ensuite, je fais aussi, des soins. Alors les soins d'acupuncture, des massages spécifiques. Mais tout ça, ces soins, je les fais systématiquement en accompagnement d'une pharmacopée chinoise. Parce qu'en fait, la pharmacopée chinoise vous permet d'avoir un entretien tous les jours chez vous. Je ne peux pas demander à quelqu'un de venir tous les jours chez moi, faire un soin. C'est absolument impossible. Déjà, c'est trop coûteux et en plus, c'est chronophage. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris en fait cette vision de la médecine chinoise qui est simpliste, mais à la fois en même temps, très compliquée, très complexe. C'est une vision simpliste pour expliquer des phénomènes complexes. J'espère que vous avez bien compris et puis si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message. Voilà, à bientôt.